Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur RTI pour le décryptage. Aujourd'hui, nous retrouvons Aurélien Rossanino pour la deuxième partie de son interview sur son nouveau livre paru cette année, 80 mots de Taïwan, aux éditions L'Asiathèque. Nous nous penchons avec lui sur les différentes manières d'habiter Taïwan. Bonjour Aurélien. Oui, bonjour à tous. Alors cette fois-ci, encore une fois, tu te retrouves interviewé au lieu d'être intervieweur, puisque nos auditeurs te connaissent bien. Tu animes l'émission Sous des cieux amplifiés sur RTI. Mais si nous t'interviewons, c'est parce que tu es aussi auteur, parmi d'autres activités diverses dans le domaine de la culture. Et tu as publié il y a quelques mois un livre qui donne à voir et à écouter Taïwan dans sa complexité et tout en nuances. Alors, nous revoilà donc en studio pour la deuxième partie de notre entretien. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore écouté la première partie, je vous renvoie vers le décryptage du 20 novembre que vous pouvez trouver sur notre site internet. Une des spécificités de ce livre, c'est qu'il est accompagné d'une playlist musicale sur Spotify. Parce que comme tu es passionné de musique, tu nous as aussi fait le plaisir de nous donner un petit bonus et de nous faire découvrir la diversité des styles musicaux de la scène indépendante taïwanaise. Oh, il y a aussi du J-Show, il y a aussi des choses très mainstream dans cette playlist. Oui, il y a un petit peu de tout, mais je pense que justement, chacun peut y trouver quelque chose qu'il aime. Musicaux. Ouais. Tout à fait. Et ah oui, je dois avouer que c'était difficile de préparer cette émission parce que j'avais envie de parler de presque tous les chapitres de ton livre. Alors finalement, pour cette deuxième partie, j'ai décidé que le fil conducteur d'aujourd'hui serait les différentes manières d'habiter Taïwan, puisque comme tu le sais, je m'intéresse beaucoup à l'architecture, notamment à travers l'émission Les Joies de l'éco-construction. Alors, on va commencer en parlant d'architecture, justement. Pour nous donner un petit aperçu de ton style, est-ce que tu pourrais nous lire quelques lignes du chapitre architecture ? Le fouillis de l'aménagement urbain a fini par autoriser toutes les folies architecturales. Bâtir ce que l'on veut, où l'on veut, c'est prendre le risque que le chaos devienne une esthétique. Et si les Japonais ont inventé les kaiju, Godzilla et toute sa clique de monstres géants très populaires à Formose, les Taïwanais en ont construit ou commandé à des cabinets d'architectes internationaux pour les disposer un peu partout dans leur ville. Immeubles créatures à propos desquels l'épithète moderne signifie aussi difforme. Une fois à l'intérieur, l'excitation du jamais vu ailleurs dépasse de beaucoup l'appréciation de la beauté plastique. En tant que Taipéien, j'ai une affection particulière pour les deux bâtiments qui composent le Music Center, une baleine et une gargantuesque coquille Saint-Jacques. Et je précise en note que le site internet du Music Center n'assume pas et s'embarrasse d'un vague lyrisme en parlant de l'inspiration des majestueuses montagnes de Taïwan. Oui, non, apparemment pas la même interprétation que toi. Tu cites encore avec beaucoup de poésie des lieux insolites que sont le village ovni de Wanli, vestige d'une modernité esquissée sans jamais être réalisée, comme tu dis, ou encore la chapelle Luce à Taichung. J'avais d'ailleurs réalisé une émission à ce sujet. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ces deux lieux ? Oui, c'est amusant avec le village de OVNI, donc c'est vraiment des maisons en forme d'OVNI, enfin des bungalows plus exactement, parce que ça aurait dû être un genre de, pas de parc à thème, mais d'hôtel à thème, voilà, d'hôtel thématique en bord de plage, qui a été construit mais qui n'a jamais ouvert. Donc on a des ovnis très pop années 60, c'est vraiment les extraterrestres des films hollywoodiens des années 60, un peu ringards, qui sont complètement pris dans la végétation, qui sont à moitié détruits, à moitié en ruine. Oui, parce qu'ils ont été abandonnés finalement. Ils ont été abandonnés, ouais, absolument. Et la plage elle-même est pas fréquentée, puisque les Taïwanais vont pas tellement à la plage. Il y a une espèce d'image un peu facile souvent quand on parle de l'Asie, c'est de dire « Ah, l'Asie, c'est la science-fiction. Shanghai, c'est Blade Runner. Taipei, c'est Blade Runner. Tokyo, c'est Blade Runner. » Ouais, d'accord, mais il y a aussi ce côté justement beaucoup plus décalé.
improbable en fait. Mhm. Il y a ce côté presque humoristique, parce que quand tu te retrouves face à ces ovnis peinturlurés de jaune et d'orange criards au milieu de la végétation, en fait tu ris, c'est pas du tout un paysage mélancolique, c'est le village des Schtroumpfs. C'est ça aussi que je trouve assez fascinant avec Taïwan, c'est ce côté destroy en fait, je sais pas comment le dire. Il y a un côté destroy, il y a un côté rock'n'roll aussi dans l'aménagement urbain. Il y a aussi un côté rock'n'roll dans les idées architecturales. Donc cette chapelle, toi tu dis Luce, ou Luce, je sais pas, la lumière quoi Ah, en d'accord, mais j'avais italien. même pas pensé. Il me Mais semble, je crois que c'est pas ça? il me semblait que c'était le nom d'une personne, mais Ah après d'accord, peut-être non je sais que pas. je me trompe. Mais Euh, en tout cas, ce serait très beau si ça voulait dire simplement lumière. qui est en forme de tente, mais qui est très très fine, qui est une sorte de En, page en fait, pliée. oui, en fait, c'est plutôt deux mains qui se Ah, c'est réunissent. demain. Ah, c'est une prière. C'est censé. Bah, tu vois, on a Ah, tous des interprétations différentes. je savais pas. J'avais vu effectivement une exposition où il présentait les plans de l'architecte, et c'était assez intéressant. Cette chapelle, c'est aussi l'idée d'avoir un bâtiment catholique, donc quelque chose d'occidentalisé, tout en étant assez design, moderne. Donc ça aussi une fonction politique, une fonction de représentation, une fonction de qu'est-ce qu'on montre au monde, qui est une des grandes fonctions de l'architecture. L'architecture, c'est évidemment politique aussi. Donc je trouve que c'est toujours des idées inattendues à Taïwan. Eh ben, justement, je vais rebondir avec une anecdote pour moi qui est vraiment inoubliable, parce que quand je suis allée à la chapelle Luce ou Luce pour faire un reportage, j'étais avec un ami. Et donc on arrive là-bas, donc c'était en l'université Donghai à Taichung. Et malheureusement, on s'est rendu compte qu'elle était en réparation, donc on ne pouvait pas rentrer. Et donc on allait partir et tout d'un coup, mon ami m'a dit « Ah, mais regarde, on dirait qu'il y a des gens qui rentrent ». Alors on s'est faufilé avec eux. On a vraiment eu beaucoup de chance d'être à Taïwan parce que c'est pas le genre de choses qui arriverait en France. C'était des personnes qui s'étaient inscrites pour une visite de la chapelle qui était en cours de rénovation, donc avec les personnes qui étaient chargées de la rénovation. Donc vraiment une visite normalement pour les pros. Donc c'était vraiment génial qu'on soit tombé à ce moment-là. On leur a demandé est-ce qu'on peut venir, ça serait pour un reportage et tout. Ils ont dit ah, bien sûr, bien sûr. Donc on a pu venir comme ça, tout à fait par hasard, visiter la chapelle alors que normalement on ne pouvait pas rentrer. Et alors là, encore plus incroyable. Donc d'abord, on a visité à l'extérieur. Et quand il a fallu monter à l'intérieur, elle était pleine d'échafaudage. Et donc, mon ami ne porte jamais de chaussures. Et là, ils lui ont dit « Ah, ça va poser un problème de sécurité. Donc, il va falloir que vous mettiez des chaussures de sécurité. » Et là, ils ont regardé autour d'eux, puis ils ont trouvé des chaussures de salle de bain roses, des tongs roses. Et ils ont dit bah, « Vous pouvez mettre les chaussures de sécurité. » On a vraiment rigolé. Mais grâce donc à ces chaussures de sécurité, il a pu monter sur les échafaudages jusqu'en haut de la chapelle. Et donc ça restera à jamais une blague entre nous de mettre ces chaussures de sécurité. Certainement beaucoup plus glissante que s'il était resté ou elle était restée Oui, pieds nus. tout à fait. Mais bon, du coup, à Taïwan, voilà, il faut juste quand même sauver la face. Et puis voilà, c'est bon. Des chaussures de sécurité. Enfin bon, ça peut peut-être être une anecdote pour un tome 2 de ton livre. C'est ça l'humour constant. Encore une fois, alors il faut quand même préciser que c'est pas du tout rire de Taïwan. C'est vraiment, moi je trouve que la charge d'humour qui contrebalance cette mélancolie, puisqu'il y a aussi beaucoup de mélancolie dans le paysage urbain taïwanais, puisque c'est un paysage qui est en construction depuis, allez, disons 3 décennies que Taipei est en reconstruction. Le parc d'Han, c'est les années 90. On voit d'ailleurs le parc d'Han en construction dans le film L'amour, qui est le deuxième film de Tsai Ming-liang. En fait, ça fait des générations de gens qui vivent dans une ville qui doit être terminée un jour, mais qui ne l'est jamais. Et ça aussi, ça accompagne beaucoup le quotidien des Taïwanais et le quotidien des artistes taïwanais. Et donc la part à la fois de mélancolie, de vivre dans un monde en transition qui n'aboutit jamais, et la part d'ironie par rapport à cette situation, quelque chose qui pour moi serait ce que je comprends,
qui serait constitutif de l'esprit taïwanais, si je devais à la fin le résumer selon ma compréhension, encore une fois extérieure, d'un étranger. En tout cas, moi, ce qui me frappe dans l'architecture taïwanaise ou l'urbanisme, c'est notamment ceux dont tu parles dans le chapitre Xiao Chuan Chuan, que tu traduis par le petit cercle. Ouais. Tu parles notamment du contraste entre, d'une part, les bâtiments qui ont été construits un peu à la va-vite par les nationalistes pour loger les soldats fraîchement arrivés de Chine et qui pensaient reconquérir le continent. Et d'autre part, ce qu'on peut voir à l'époque actuelle, de vieilles maisons rénovées par des jeunes, où c'est très cosy à l'intérieur, on peut voir la charpente apparente, ils vendent des choses un petit peu chères. Puis on s'y sent bien, en fait, dans ces petits cafés aussi. Donc, moi, je trouve qu'une des spécificités de Taïwan, c'est que les villes sont composées en fait, à la fois de grandes avenues assez bruyantes, mais derrière, comme des petits villages ou des petits magasins, des petits cafés. À l'extérieur, franchement, bon, ça donne pas forcément toujours envie d'entrer, mais une fois qu'on est à l'intérieur, on a l'impression qu'on est dans un petit cocon et on n'a plus envie de repartir, on devient presque un habitué, on rencontre les mêmes personnes. C'est un petit peu des villages dans la ville. Je ne sais pas si tu as cette impression aussi. Absolument, moi je les fréquente beaucoup. Il faut dire aussi que les Taïwanais ne se sentent pas forcément si bien que ça chez eux, puisque déjà les appartements à Taïwan n'ont pas ce côté charmant que peuvent avoir les appartements qu'on connaît en France, si on compare avec la France, les immeubles en France ont une certaine esthétique. À Taïwan, ils sont assez bruts. Et aussi, le logement coûte hyper cher, surtout à Taipei. Enfin, c'est de la folie par rapport au niveau de vie. Et donc, les gens vivent soit en colocation à plusieurs, alors qu'ils ne se connaissent pas vraiment, soit, je ne parle pas d'étudiants, hein, je parle des gens de n'importe quel âge, soit chez leurs parents, ou dans leur famille, soit les appartements sont divisés en deux, et en fait, il y a deux appartements qui, à l'origine, n'en est qu'un seul. Donc, ils se sentent peut-être un peu étrangers à leur chez eux, et de ce fait, ils reportent leur vie quotidienne dans ces petits cercles, dans ces petits cafés qui se multiplient. En fait, c'est le commerce qui ouvre le plus, j'ai l'impression, en tout cas à Taipei. Mais ce genre de café, il existe aussi. Tu vas dans des villages reculés, tu vas dans des banlieues éloignées. Tu auras toujours des gens qui auront monté un petit café avec quelques bouquins, avec quelques coussins, quelques plantes. Ça sera toujours très mignon. Un deuxième chez soi, en fait. Un deuxième chez soi, et même un premier chez soi. Les gens, ils travaillent, les gens, ils restent tard parce que souvent, les horaires font que ces lieux-là sont ouverts la nuit, même si ce n'est pas des lieux de boissons alcoolisées. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose même de l'ordre de sauver l'esprit et le cœur des gens, parce que c'est vrai que on peut très vite ressentir une certaine forme d'agressivité dans la ville, surtout que le double vitrage n'existe pas, l'humidité envahit les maisons, etc. Donc on est dans une autre façon de vivre le chez-soi, et moi j'aime beaucoup ça aussi, parce que ça me permet d'être sur un autre logiciel de vie quotidienne dans cette immense ville qu'est Taipei. Oui, j'en avais parlé notamment dans une série sur les tiers-lieux, dans Taïwan, dans toute sa diversité, avec aussi le côté sociabilité de tous ces lieux qu'on retrouve à Taipei ou ailleurs. Et on passe à côté peut-être sans y faire attention, mais peut-être c'est le jour où ces lieux sont fermés, par exemple pendant le Covid, qu'on se rend compte en fait de leur importance. Heureusement qu'ils sont là. Ouais. Et donc tu ne parles pas que de la ville dans ce livre, tu évoques aussi la campagne, avec notamment des choses qui me sont aussi arrivées. Par exemple, quand quelqu'un te dit « Ah, je viens de Kaohsiung », nous, ça nous évoque la ville de Kaohsiung. Mais en fait, si ça se trouve, cette personne habite dans un petit village reculé, il faut prendre un bus qui n'arrive qu'une fois par jour, puis après encore... faut marcher, ou alors faut prendre une moto. Et donc, tu parles de ce morcellement du territoire aussi, qui fait que chaque village a presque sa propre culture. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'endroits qui sont très difficiles d'accès, en fait, à Taïwan. Y aller est difficile.
Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de la culture locale, par exemple la cuisine. C'est-à-dire que les gens vont vraiment débattre sur qu'est-ce qu'ils mangent. Des gens qui se retrouveraient à Taipei pour faire des études ou pour le travail, ils viennent de lieux qui sont très isolés et ça va être des conversations longues et passionnantes sur qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner. Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est viande, légumes, etc. Et en fait, c'est des discussions qui sont vraiment importantes. Ce ne sont pas simplement des discussions comme ça, par politesse, parce que les gens ont l'impression de découvrir eux-mêmes Taïwan entre eux. En fait. Les gens découvrent ce qui existe dans leur propre pays par le biais de la rencontre. C'est quelque chose comme ça. Ouais. Pour moi, par exemple, qui habite à Taïwan, je trouve ça aussi intéressant parce qu'on a l'impression de vivre sur une île qui est assez petite, mais en fait, on peut être dépaysé en allant dans la montagne, dans des petits villages. Par exemple, pour les reportages que je fais pour les joies de l'éco-construction, c'est assez incroyable parfois de se retrouver presque, je dirais, mentalement ou dans un environnement mais totalement différent de la vie à Taipei. Donc ça, c'est super aussi d'avoir toute cette diversité sur un petit territoire. Moi, je te disais que j'étais un peu geek tout à l'heure dans l'épisode 1. Il y a quelque chose, moi, qui me vient en tête tout de suite quand je me promène dans Taïwan, avec son lac au milieu du soleil et de la lune, avec ses rivages, ses côtes, son océan, ses plages de sable noir. Donc, on parlait du village abandonné de Wanli, de soucoupe volante, ses grandes villes, ses villages indigènes, etc., ses anciennes maisons Hakka. Moi, c'est une espèce de carte de jeu vidéo extraordinaire pour moi, Taïwan. J'ai vraiment l'impression que c'est dessiné pour être un monde imaginaire. C'est peut-être un peu imaginaire, hein, parce que la situation de Taïwan étant ce qu'elle est, parfois on se dit, est-ce qu'on ne serait pas un peu dans un pays imaginaire? C'est vrai. Ouais, en tout cas, ça appelle beaucoup de fantasmes, je trouve aussi. C'est ce qui fait peut-être qu'on s'attache aussi à Taïwan. C'est peut-être pas la réalité concrète de Taïwan, mais peut-être la réalité fantasmée de Taïwan qui reste très, très forte. Ouais. Mm. Alors, pour changer de sujet, dans ton livre, tu parles aussi du lieu de résidence des morts, donc les cimetières. Est-ce que tu peux nous raconter ta balade assez mémorable, j'imagine, au cimetière de Liujiangli, qui est au cœur de Taipei? Oui, c'est vrai que je cherchais des tombes très précises, puisque ma productrice de l'émission Balade culturelle franco-taïwanaise, qui est une journaliste qu'il faut que je salue, qui s'appelle Émilie Wu, m'avait dit, oui, il existe les tombes des gens qui ont été victimes de la répression dans les écoles, dans les lycées, dans les années 60. Et ils les ont redécouvertes. Elles sont au cimetière de Liujiangli. Sauf que le cimetière de Liujiangli, c'est une nécropole immense. Enfin, c'est une ville cimetière qui s'étend sur plusieurs montagnes. Et on se perd vraiment dans des rues qui sont des rues de tombes. Et c'est vrai que cette promenade à la recherche de tombes que je n'ai finalement jamais trouvée, pour qu'ensuite Émilie me dise « Ah, mais t'aurais dû me demander, elles sont géolocalisées sur Google, je te l'aurais envoyé. » C'est vrai qu'elles sont pas faciles à Tu trouver. les as vues déjà? Alors, je les ai vues en photo, Ouais. mais c'est pas vraiment des tombes. C'est juste des petites... Comme ça me fait penser un peu à des bornes de kilométrage sur les routes françaises. Parce qu'en fait, c'était pas vraiment Oui, ils étaient des jetés là. dissidents, ils Ouais. étaient jetés là. Et donc, c'est juste... Il y a comme des petites pierres qui ont été mises en signe, voilà, que c'était des tombes. Mais effectivement, j'imagine que ça doit pas être facile à trouver. Bah, je les ai pas trouvées. On les voit à la fin du film Détention, qui est un film taïwanais sur ça, sur les clubs de lecture secrets qui se permettaient de lire ce qui avait été interdit par le régime. Et donc, quand ils étaient attrapés, ça finissait mal pour eux. Donc, ça m'avait aussi intéressé de rendre hommage à des lecteurs disparus, puisque j'aime la littérature. Il se trouve que le coucher de soleil sur cette nécropole, le bruit, c'est très étonnant parce que pour qu'il y ait une sorte de rituel qui soit toujours en cours, il y a des litanies bouddhistes, je pense, ou en tout cas ou de religion populaire peut-être, qui sont enregistrées. Et en fait, il y a des espèces de speakers, d'enceintes qui diffusent des litanies
en boucle, donc c'est très surprenant parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Il y a un son comme ça qui apparaît de nulle part. Et juste en bas d'une de ces montagnes, d'une de ces collines, il y a un super beau plateau où on peut voir la tour 101, parce que c'est juste à côté de la tour 101. Et les gens viennent prendre en photo ou viennent faire des promenades romantiques avec leur compagne ou compagnon sous l'éclairage nocturne de la tour 101. Et juste derrière, il y a le cimetière. Ouais, ouais. Alors, si vous vous intéressez au cimetière, enfin, si toi aussi tu t'intéresses au cimetière, n'hésitez pas à retrouver quelques émissions que j'ai fait à ce sujet et que je vais continuer à faire sur ce sujet dans Taïwan, dans toute sa diversité. Donc, c'est sur la diversité des relations entre les vivants et les défunts. Mais revenons à la ville des vivants avec ses immeubles et ses concierges. Ah. Et là, il y a un passage insolite de ton livre que je voudrais lire, parce que je pense que ça va intéresser nos auditeurs et auditrices. Une scène qui m'interloque et dont la responsabilité m'incombe, c'est le défilé de musiciens au look extravagant qui doivent s'adresser aux cerbères de l'immeuble de Radio Taïwan International pour être admis dans mon studio d'enregistrement. Pour la communauté underground dans laquelle j'évolue, un grand type aux cheveux jusqu'aux reins comme Ruru est tout à fait dans la norme. Mais que pensent les gardiens en chemisette bleue de ces artistes tatoués, ébouriffés, aux vêtements amples ou déchirés, avec leurs piercings, leurs lunettes de soleil et leurs bérets de travers ? Dans le hall en bois laqué de cette vénérable institution qui remonte à Chiang Kai-shek, on n'entend habituellement qu'un seul morceau de musique, Gangnam Style, le tube coréen depuis longtemps passé de mode, qu'écoute en boucle et à fond l'équipe de gardiennage. C'est vrai ou pas ? Là, je fais une parenthèse, mais oui. Alors, c'est peut-être pas toujours, mais vraiment très souvent, je ne sais pas pourquoi, quand on va dans les toilettes notamment, où voilà, il y a Gangnam Style. Toujours Gangnam Style. Oui, je me suis posé la question aussi. Mais Je suis trop sensible à la musique. Gangnam Style, ça me choque terriblement. Alors, on va pas se quitter avec Gangnam Style, je vais pas vous faire cet affront, mais avec une chanson que j'aime beaucoup de Mieroti, le groupe Fire X, j'en parlerai d'ailleurs dans le prochain et dernier épisode. Et puis, je rappelle à tout le monde, enfin en particulier à celles et ceux qui sont à Taïwan, qu'il y a une rencontre donc avec toi Aurélien, ainsi que Pierre-Yves Beaubry du site Lettres de Taïwan, oui, à la librairie francophone Le Pigeonnier, le 28 novembre.已经是更加勇敢的人。